Salut, nous sommes un vendredi d'avril 1967 dans un lycée de Palo Alto en Californie et dans l'auditorium, plus de 200 élèves attendent au garde à vous. Ils sont raides, quasiment exaltés, ils ont les yeux fixés sur un petit téléviseur qui est posé au milieu de la pièce et autour d'eux il y a des journalistes, des photographes. L'atmosphère est électrique parce que dans quelques secondes, un candidat à la présidence des États-Unis d'Amérique va apparaître à l'écran pour révéler au monde l'existence de leur mouvement. Un mouvement qu'ils ont construit en 5 jours seulement. Un mouvement avec un salut, un slogan, des gardes, des informateurs, des procès internes et une ferveur quasi religieuse. Un des professeurs allume la télévision, l'écran affiche de la neige, vous savez, les petits parasites comme ça, rien d'autre. Le temps passe, les minutes passent, et il n'y a pas de leader à l'écran, il n'y a pas de mouvement national. Tous ces adolescents californiens vivant à 1 heure de San Francisco, dans l'une des villes les plus éduquées et les plus progressistes du pays, viennent de se comporter exactement comme les citoyens allemands qu'ils jugeaient une semaine plus tôt. Le plus terrifiant dans l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est que leur professeur, celui qui a tout orchestré, celui qui devait garder le contrôle, avait commencé à y croire lui aussi. Et quand il s'en est rendu compte, il était déjà trop tard pour revenir en arrière. Voici l'histoire vraie de la troisième vague. Mais pour comprendre ce qui va se passer, il faut d'abord comprendre le décor. Nous sommes donc en 1967, je vous l'ai dit, en pleine guerre du Vietnam, le mouvement pour les droits civiques secoue l'Amérique, le Summer of Love n'a pas encore vraiment explosé, ça va être le cas dans quelques mois, et la culture du moment, c'est les Beach Boys et les Monkees. San Francisco est donc à moins d'1 heure de route de notre lieu, mais la révolution culturelle n'a pas encore atteint tous les lycées, donc les garçons, par exemple, ici doivent avoir les cheveux courts, les filles sont obligées de porter des robes, c'est un environnement un peu plus conservateur que ce qu'on imagine quand on pense à la fin des années 60. Mais un lycée est un petit peu différent. Le lycée Cubberley High School à Palo Alto, c'est un cas à part dans tout ce paysage parce que les élèves sont des enfants de profs de Stanford, des enfants d'ingénieurs, des enfants de cadres. L'établissement est réputé pour être progressiste, un peu expérimental et il est régulièrement classé parmi les meilleurs du pays. Donc, on parle d'ados brillants, issus de familles éduquées, un petit peu aisées, et pour la plupart convaincus qu'un mouvement autoritaire ne pourrait jamais les concerner. Et c'est là qu'intervient Ron Jones. Ça va être notre personnage central pour le All Thread d'aujourd'hui. Il a 25 ans, il est fraîchement diplômé de Stanford. Dans sa première année d'enseignement, c'est un surfeur dans ses heures perdues, il est militant de gauche, il est membre du SDS, qu'on prononce SDS pour Students for a Democratic Society. C'est le prof le plus populaire du campus. Il enseigne l'histoire contemporaine à des élèves de seconde, des élèves qui ont environ 15 ans. Et un jour, pendant un cours sur l'Allemagne nazie, un élève pose une question, la question. Il demande comment les Allemands ont pu prétendre qu'ils ne savaient pas ce qui se passait pendant l'Holocauste, comment des gens ordinaires ont pu suivre des ordres tels qu'on les a connus ou laisser faire ces ordres. Ron Jones est évidemment incapable de répondre complètement parce que toute explication théorique lui paraît insuffisante, alors il prend une décision qui va changer la vie de 200 personnes. Au lieu d'expliquer le fascisme, il se dit qu'il va faire vivre le fascisme à ses élèves. Premier degré, sans les prévenir évidemment, sinon l'expérience ne marcherait pas, et ce qui va déclencher va dépasser tout ce qu'il avait imaginé. Alors je vais vous raconter cette semaine incroyable, jour par jour. Donc lundi, Jones entre dans sa classe et inscrit au tableau « La force par la discipline ». Il annonce de nouvelles règles à partir de maintenant. Les élèves doivent être au garde à vous avant la sonnerie, puis s'asseoir bien droit. Pour parler, les élèves doivent se lever à côté de leur bureau pour prendre la parole, et toute réponse doit tenir en 3 mots maximum. Et chaque prise de parole doit commencer par Mr. Jones. Il fait répéter ces exercices de posture, un peu comme un jeu, mais aussi comme un entraînement militaire. Il chronomètre. Il faut quelques secondes pour que toute la classe adopte la position qu'il attend d'eux. Le résultat déjà est un peu stupéfiant, même si c'est pris un petit peu pour un jeu. Mais au lieu de se rebeller, les élèves décident d'obéir. Il n'y a pas de résistance particulière. Les phrases courtes, par exemple en 3 mots, courtes, percutantes, eh bien ça fait qu'il n'y a plus de bavardage. Donc, même si c'est un peu pour jouer au départ, l'atmosphère se transforme vraiment. Il y avait un brouhaha un petit peu classique dans les salles de classe des élèves de seconde et des adolescents. Et là, il y a une classe qui est beaucoup plus concentrée finalement. Donc pour Jones, l'expérience a marché. C'est ça qui va leur dévoiler. Mais Jones avait prévu à la base qu'une seule journée. Donc il a prévu de leur en reparler le lendemain. Mais le lendemain matin, quand il rentre dans sa classe, ses élèves sont déjà en position de garde à vous. Personne leur a demandé de continuer, c'était juste pour le cours d'avant. Donc,
Nous sommes mardi. Jones est fasciné. Il décide du coup de poursuivre un petit peu. Il ajoute au tableau, deuxième règle, la force par la communauté. Et il donne un nom au mouvement qui est en train de se créer dans la classe. Le nom, c'est la troisième vague. The Third Wave. Pourquoi? Parce que le nom vient du surf. Je vous rappelle que Jones était surfeur, et au surf, il y a toujours l'idée que la troisième vague d'une série de vagues, ce serait la vague la plus puissante. Des années plus tard, Jones va dévoiler qu'il y avait aussi dans le nom une référence au surf, bien sûr, et une référence au Troisième Reich. En parlant de ça, il crée d'ailleurs une sorte de salut comme ça, et les élèves doivent se saluer en faisant cette sorte de vague à chaque rencontre, que ce soit dans la classe, mais aussi en dehors de la classe, dès qu'ils se croisent. Ce même jour, il va assigner des missions comme fabriquer une bannière pour le mouvement, recruter de nouveaux membres et empêcher, ça c'est très important je trouve, les non-membres d'entrer dans la salle de classe. Mais Jones va comprendre qu'il ne contrôle plus vraiment ce qu'il a créé. Des élèves d'autres classes vont demander à rejoindre le mouvement. La classe va passer de 30 à 43 élèves en une seule journée. Le mercredi, Jones ajoute au tableau la force par l'action. Il distribue des cartes de membres. Certaines de ces cartes portent un X rouge énorme au dos. Ces élèves qui ont le X rouge sont désignés comme étant informateurs. Ils sont chargés de rapporter toute déviance des membres du groupe. Par exemple, un membre du groupe qui n'aurait pas salué un autre membre en le croisant. C'est une sorte de groupe dans le groupe que Jones va appeler parfois sa Gestapo. Et voilà le moment où ça bascule vraiment. Une fois que cette ligne a été franchie, ça devient quasiment impossible de revenir en arrière. Parce que si Jones avait officiellement désigné 3 informateurs, les 3 avec le X dans le dos, en réalité, il y a une vingtaine d'élèves qui sont venus spontanément le trouver pour dénoncer des camarades de classe qui n'avaient pas salué, qui n'avaient pas correctement parlé du mouvement, qui avaient émis des critiques. Et vous avez bien entendu, je parle bien de 20 personnes qui, de leur propre initiative, deviennent des mouchards, des balances. Il y a une paranoïa qui s'installe dans le groupe. Les élèves ne peuvent plus vraiment parler librement, je veux dire même entre amis proches, parce qu'ils ne savent jamais si l'un des autres ne va pas aller rapporter quelque chose à Jones. Le climat de confiance un peu exaltant qu'il y avait au départ est vite remplacé par une loyauté verticale envers Jones, le leader. Il n'y a que le leader et le mouvement va exploser. À la fin de la journée, il va compter, c'est exponentiel, quasiment 200 participants répartis dans plusieurs classes et sur plusieurs lycées du district de Palo Alto. Tout ce que je vous raconte là, c'est en 3 jours. Un détail rapporté par Jones illustre à quel point le mouvement a débordé. Il y a une règle qui interdit désormais aux membres de se regrouper à plus de 3 en dehors des cours, 24 heures sur 24. Donc les amitiés d'avant le mouvement deviennent suspectes. On ne peut pas être un groupe de copains, en fait. Les conversations privées sont potentiellement surveillées par l'un des 3 dans le groupe. En fait, ils divisent pour mieux régner, hein. Ça vous rappelle rien? Et puis, il y a le cas de Robert. Robert, c'est un élève du premier groupe, de la première classe, hein, qui est un peu marginalisé. Il est considéré comme le cancre de la classe. Sauf que pour la première fois de sa vie, Robert, il a trouvé un sens et une appartenance à ce qu'il faisait. Ça le rend heureux, tout ça. Et il va se porter volontaire, du moins il va même faire plus que ça, parce qu'il va prendre la place d'être le garde du corps personnel de Jones. Il va le suivre partout. Il lui ouvre les portes avant que Jones arrive. Il marche toujours sur sa droite, un peu en avant, un peu à côté ou un peu décalé. Et quand le professeur Jones, un jour, hausse le ton, parce qu'il veut aller seul dans la salle des profs, et donc la salle des profs, de fait, elle est interdite aux élèves, Robert va juste lui sourire, va lui répondre, mais qu'il n'est pas un élève, qu'il est un garde du corps, et que c'est pas pareil. Je pense que c'est ce moment précis qui fait peut-être comprendre à Jones que le jeu n'est plus un jeu, que c'est devenu vraiment réel pour certaines personnes. Pour certains élèves, c'est devenu une identité. Pour Robert, c'est devenu une espèce de perche qu'il a saisie pour aller mieux, en fait, finalement. Mais il y a Cherry Towsley, une élève brillante qui est la première à oser résister ouvertement, à émettre une critique et à la tenir. Elle demande ouvertement, en plein cours, elle ne lève même pas la main, elle ne se lève pas à côté de son bureau, elle dit « Pourquoi on ne peut pas juste dire ce qu'on pense là? Pourquoi il y a toutes ces règles ?» La réaction de Jones, il a banni. Vraiment, littéralement, elle est virée du cours et il l'envoie à la bibliothèque. Elle en parle à la bibliothécaire et la bibliothécaire du lycée, c'est une femme qui a grandi dans l'Allemagne nazie. Donc quand elle apprend pourquoi Cherry a été exclue, ça crée une alerte dans sa tête. Alors elle lui dit de ne pas accepter ça et de faire quelque chose. Donc Cherry et son père, durant toute la nuit, vont fabriquer
des affiches anti-troisième vague. Ils vont les placarder dans les couloirs du lycée pendant la nuit. Et le lendemain matin, en moins d'une heure, toutes les affiches ont disparu. Elles ont été arrachées par les membres du mouvement. Elles créent un tout petit groupe de résistants. Ils sont appelés The Breakers, mais ils sont trop peu. Et surtout, ils sont trop isolés. L'école entière est maintenant contaminée. Je veux dire, même pour rigoler, Jones a quand même raconté que le directeur du lycée est rentré dans une réunion de profs et a fait le salut de la troisième vague. Et Jones lui a rendu le salut, ils se sont souri. Tout ça en 3 jours. Nous sommes maintenant jeudi. Jones est épuisé et il commence à être terrifié. Il va écrire plus tard qu'il agissait désormais instinctivement en dictateur, sans le vouloir. En réalité, il était lui-même surpris de glisser dans le rôle même quand c'était pas nécessaire. Il était face à un dilemme, parce que s'il arrêtait brutalement les élèves les plus investis, et là je pense à Robert évidemment, ceux qui ont trouvé un sens à leur vie pour la première fois dans ce mouvement, eh bien ils vont être humiliés publiquement quand il va dire tout ça c'était une blague en fait, ça n'existe pas, on arrête tout. Mais s'il laisse l'expérience continuer, vu ce qui s'est passé en 4 jours, la situation va être incontrôlable. Alors il va choisir une troisième voie, une mise en scène spectaculaire. Il annonce à la classe que la troisième vague n'est pas un simple exercice qu'il a mis en place depuis le début de la semaine, que au contraire c'est un mouvement national, que dans plus de 1000 lycées, à travers les États-Unis, des professeurs comme lui ont recruté et formé une brigade de jeunes. C'est invérifiable, nous sommes en 1967, on n'a pas Internet et les réseaux sociaux comme aujourd'hui. Le lendemain, le vendredi à midi, le candidat présidentiel qui incarne la troisième vague doit faire une annonce télévisée nationale. En tout cas, c'est ce qu'annonce Jones à tout le monde, évidemment. Tout est faux. Mais les élèves, eux, vont y croire entièrement. Vendredi, l'auditorium est plein, avec donc plus de 200 élèves. Il y a des faux journalistes qui sont présents. Les journalistes dont je vous ai parlé au départ, ou les photographes, ce sont des personnes qui simulent ça, qui ont été recrutées par Jones. L'écran est allumé, la neige les parasite. Jones prend la parole et pendant quelques secondes, personne ne comprend ce qui est en train de se passer. Jones dit « Il n'existe aucun mouvement national appelé la troisième vague. Vous avez été manipulé, poussé par vos propres désirs vers la situation dans laquelle vous vous trouvez maintenant. » Il allume un projecteur, installé derrière un drap blanc tendu juste à côté du téléviseur. Le projecteur projette un compte à rebours qui apparaît pendant quelques secondes et on entend le rugissement du rassemblement de Nuremberg. Sur l'écran défilent des images du Troisième Reich. On y voit la discipline, on y voit les marches, on y voit la propagande, on y voit les camps, les visages sans regard, et le film qui s'arrête sur cette phrase terrible à la fin, qui dit « Chacun doit accepter sa part de responsabilité, personne ne peut prétendre n'avoir pas participé ». Les élèves voient ça, évidemment on imagine bien qu'ils ressentent de l'horreur, parce qu'ils ont adopté les mêmes comportements que ceux qu'ils viennent d'observer. Une discipline aveugle, le salut qu'ils faisaient quand ils se croisaient, le principe de la dénonciation, l'exclusion des dissidents, la ferveur collective aussi, devant un leader, ça faisait du bien de faire partie d'un groupe, l'être humain est fait pour ça. La réaction est à la hauteur d'ailleurs de la déception. Robert, le garde du corps, a éclaté en sanglots, d'autres élèves ont pleuré, et beaucoup d'élèves, ça c'est une réaction assez imprévisible, ont fui l'auditorium. Et puis après, le silence de la honte. Aussi fou que ça paraisse, plus personne n'en a parlé dans le lycée ensuite. Ça n'a pas été un sujet. D'après le journal du lycée, qui a été publié le 21 avril 1967, qui est la seule trace où on en reparle, les réactions vont de la stupéfaction au malaise. Un élève dira s'être senti stupide, un autre va admettre avoir aimé ça, d'autres vont dire qu'ils sont venus juste par curiosité. Et pendant donc les 4 années qui vont suivre dans le lycée, d'après le récit de Jones, aucun participant n'a admis publiquement avoir assisté au rassemblement, avoir été là le vendredi midi. Donc maintenant, on va parler de ce que les gens voulaient oublier. D'abord, l'expérience n'a fait l'objet d'aucune couverture médiatique en 1967. Il n'y a pas eu des unes de journaux sur ce sujet. La semaine suivante, la classe de Jones est passée à une nouvelle leçon, c'était la leçon sur la guerre du Vietnam, et la vie a repris. Le journal du lycée mentionne une réaction parentale assez forte. Ça parle quand même de 500 parents qui se sont associés pour faire exclure Jones de l'éducation. Alors ce chiffre est difficile à vérifier par d'autres sources, mais ça illustre quand même que ça a provoqué un choc. Mais 2 ans plus tard, en 1969, Jones s'est vu refuser la titularisation de son poste au lycée. Selon lui, c'est lié à ses positions anti-guerre plutôt qu'à l'expérience directement, mais on n'en est pas sûr non plus. Le lycée Kuberly va fermer ses portes en 1979 et pendant 9 ans,
Personne ne va parler publiquement de la troisième vague, jusqu'en 1976. Cette année-là, Jones va croiser par hasard un ancien élève du lycée, Steve Coniglio. Ils vont se croiser dans une rue de Berkeley. Steve va courir vers le prof en criant « Mr. Jones !» et ils vont se serrer dans les bras l'un l'autre, ils vont se faire un petit hug, une petite accolade, et Steve va lui faire le salut de la troisième vague. 9 ans après. C'est la première réaction qu'il a eue. C'est cette rencontre qui pousse Jones à écrire le récit qu'il va publier la même année, qui va retracer toute l'expérience dont je viens de vous parler. C'est ce texte qui va déclencher d'ailleurs une chaîne d'adaptations que vous connaissez peut-être sans même le savoir. En 1981, un téléfilm va être produit pour ABC, The Wave, avec Bruce Davison dans le rôle du professeur. Ça va réunir 17 millions de téléspectateurs. Ça va remporter un Emmy Awards. La même année, Todd Stresser, sous le pseudonyme de Martin Roux, va publier un roman inspiré du film. Ça, c'est important. Il va y avoir des millions d'exemplaires vendus. Il va être traduit dans des dizaines de langues. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert cette histoire à l'époque. Et c'est aussi devenu une lecture obligatoire dans le programme scolaire en Allemagne et en Israël, par exemple. Ça veut dire que des millions de lycéens dans le monde ont étudié cette histoire et que, du coup, beaucoup pensent connaître les faits comme je pensais les connaître après avoir lu le roman. En réalité, ce qu'on connaît à travers le roman, c'est une version largement fictionnisée. Pire que ça, c'est une version romancée de la version romancée. On y reviendra. Et en 2008 est sorti un film qui a marqué toute une génération, dont la mienne aussi, La Vague, réalisé par Denise Gansel. Et là, il s'agit d'une version romancée de la version romancée de la version romancée. C'est bien pour ça que je tenais à faire un whole thread de la version d'origine, elle-même déjà un peu romancée. Parce que le film vous a menti, enfin pas surtout. Attention, je fais un spoil de la fin du film. Si vous voulez le regarder, avancez de 15 secondes. Dans le film, un élève sort une arme, tire sur un camarade, puis se suicide, et le professeur est arrêté par la police. Le réalisateur Gatzel a justifié cette fin en s'inspirant de la fusillade d'Epsteden. En 2006, il avait estimé que si un véritable mouvement fasciste était renié par son leader, il ne pouvait pas se terminer de manière pacifique. Fin du spoil. Maintenant, une question intéressante. Comment c'est possible et comment ça pourrait vous arriver? La réponse, c'est qu'il n'y a pas un mécanisme. Il y a plein de mécanismes qui, liés ensemble, vont créer des engrenages qui vont vous amener là-dedans. Je ne vais pas être exhaustif, mais par exemple, le premier, c'est la conformité. La psychologie sociale le documente très bien. La conformité, le biais de conformité, n'exige pas qu'il y ait derrière une croyance profonde. On n'aime pas être rejeté du groupe. Selon les travaux de H, Solomon H, vous avez déjà peut-être entendu parler de ces travaux dans les années 50, on voyait des expériences où des participants donnaient volontairement une réponse fausse sur quelque chose d'aussi simple que comparer des longueurs des lignes au tableau. Et pourquoi ils donnaient la réponse fausse? Juste parce que tout le reste du groupe donnait cette réponse. Alors, il y avait une mise en place qui était faite, là je vous résume, et un résultat pas assez cité à mon goût d'ailleurs sur l'expérience de H, c'est qu'il a aussi démontré qu'il suffit d'un seul décidant pour briser l'effet de conformité. Quand une personne ose dire non et expliquer pourquoi, les autres peuvent suivre. Alors là, dans notre histoire pour la troisième vague, la seule dissidence c'était Cherry, elle a été immédiatement exclue du groupe et séparée du groupe. C'est pour ça que ça n'a pas fait naître un engouement dans la salle. Deuxième mécanisme, l'autorité du cadre scolaire. On parle d'un professeur qui est respecté, dans un cadre qui est quand même l'école, avec des notes à la clé. Être un bon élève, c'est également ce que les travaux de Stanley Milgram sur l'obéissance à l'autorité ont montré dans les années 60. Quand l'autorité est perçue comme légitime et que le cadre institutionnel la soutient, la plupart des gens obéissent, même à des ordres qu'ils trouveraient inacceptables en dehors de ce cadre. Et le troisième engrenage, c'est l'identité de groupe. La théorie de l'identité sociale qui a été développée par Henry Tachfel et John Turner a montré que l'appartenance à un groupe devient une partie du moi et de l'identité. On pourrait parler de ce sujet pendant des heures, mais l'estime de soi se nourrit de la valorisation de ce groupe face aux autres. Les membres contre les non-membres. Chocolatine ou pain au chocolat, c'est le même principe, et c'est chocolatine. Quatrième engrenage dont je peux vous parler, c'est l'escalade progressive. Ils ont commencé par s'asseoir droit, c'est pas grand chose, c'est anodin. Après ils ont fait un salut, ok c'est un peu étrange, mais bon, on a déjà accepté quelques règles, alors on continue, et puis on dénonce un camarade, bon, on est déjà membre, on a la carte, on a le salut, on a le slogan. Chaque palier qui est franchi rend la marche arrière plus difficile, parce que ça nécessiterait de reconnaître qu'on s'est trompé, ça provoquerait une énorme dissonance cognitive. Et c'est pour ça que cette histoire est si dérangeante. Parce qu'il n'y a pas un des mécanismes là que je viens de vous citer qui est bizarre
qui est farfelu ou qui est genre magique, on n'avait jamais entendu parler de ça, on s'y attend pas, j'ai l'impression d'être Guillaume Play. Ces mécanismes, on les retrouve aussi dans des dynamiques d'entreprise, sur les réseaux sociaux, dans des mouvements politiques. À la base, ces mécaniques, c'est pas des bugs de cerveau, ça sert quand même à la cohésion sociale, c'est utile, et c'est bien pour ça que des gens arrivent à les détourner. Il faut que je vous dise un dernier truc sur la rigueur de cette histoire. Pourquoi je parlais toujours de la version romancée quand je parlais de la version de Jones? Parce que l'expérience de la troisième vague n'a jamais été documentée scientifiquement. Pas de protocole, pas de données systématiques, pas de publication dans une revue à comité de lecture. La source contemporaine, la plus solide à la limite, c'est l'article de Bill Klink dans le journal du lycée qui a été publié le 21 avril 1967. Le récit détaillé de Jones, lui, date de 1976, donc 9 ans après les faits. Et certains anciens élèves ont noté, ont déclaré que Jones avait un peu embelli des éléments au fil du temps. Il y a des écarts entre les sources que je dois vous signaler. Premièrement, le récit de Jones présente l'expérience comme une semaine nette, donc ça part du lundi au vendredi, et le journal du lycée date la fin du mouvement au mercredi 5 avril 1967. Alors ça signifie que l'expérience a probablement duré entre 5 et 8 jours scolaires. C'était probablement à cheval sur 2 semaines. J'ai décidé de suivre la structure narrative de Jones dans ce récit, parce que c'est la plus complète qui a été publiée, et par le leader du mouvement. Mais sachez que la chronologie exacte est quand même plus floue. Deuxièmement, Jones avait en réalité 3 classes d'histoire contemporaine, pas une seule. Ça, c'est sûr et certain. Le groupe initial comptait donc 90 élèves, pas 30 comme a dit Jones. Mais je crois que la version petite classe qui explose, qu'il a mis dans son récit, c'était pour simplifier, pour focaliser sur sa classe principale. Un ancien élève, par exemple, a affirmé sur un forum que le salut et le slogan avaient été inventés par les élèves eux-mêmes. Alors c'est un témoignage isolé qui contredit d'autres sources, mais ça existe. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est important. Le squelette de ce que je vous ai raconté, avec les faits, tout ça c'est attesté. L'expérience a bien eu lieu, le mouvement avec salut, slogan a existé, le rassemblement final a eu lieu, Jones a été écarté de l'école quelques années plus tard, tout ça c'est vrai, mais les détails précis, c'est-à-dire la dramaturgie du jour par jour, l'ampleur exacte, tout ça, ça repose en grande partie sur des témoignages, et pire que ça, des témoignages rétrospectifs avec les limites classiques de la mémoire humaine. Et ironiquement, c'est peut-être la leçon la plus profonde de cette histoire, parce que la troisième vague, c'est aussi l'histoire d'un récit qui se transforme à chaque fois qu'on le raconte. Un événement réel qui devient un téléfilm, qui est devenu ensuite un roman, qui est devenu ensuite un film, et qui est maintenant un mythe pédagogique mondial. À chaque fois, on rajoute un peu, on dramatise un peu, on simplifie un peu pour que l'histoire soit intéressante et soit un peu incroyable. C'est comme ça qu'on construit une mythologie. Alors quand j'y réfléchis, je me dis que Ron Jones, ce qu'il a involontairement prouvé, c'est que le totalitarisme, ça commence pas par des camps, ça commence par une posture bien droite dans une salle de classe, par un silence imposé mais par une règle absurde des 3 mots, par le plaisir bizarre de se sentir membre d'une élite, et que partant de là, il va se créer des choses. On ne sait pas exactement quoi, mais il y aura même une mythologie derrière. Quant à moi, je m'appelle toujours Fabien Licard. Prenez soin de vous, à très bientôt, ciao.